Bonjour, je me présente, donc Sylvie Barthès-Stella, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, où je suis responsable solutions numériques et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Nathalie Jiménez, qui est référente innovation à la Chambre d'agriculture du Lot. Quelques mots de présentation sur les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture sont des établissements consulaires constitués d'une assemblée d'agriculteurs et de salariés élus du monde agricole. Elles sont bien évidemment les interlocuteurs des pouvoirs publics pour les questions agricoles, mais leur métier de base réside dans l'accompagnement des agriculteurs et de leurs projets. Et à ce titre, donc, les chambres d'agriculture contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles, et elles accompagnent également dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs. Donc aujourd'hui, les chambres d'agriculture sont convaincues de l'enjeu que représente la robotique dans l'évolution du métier des agriculteurs, mais elles sont aussi persuadées que l'une des clés de la réussite réside dans l'accompagnement qui est proposé ou qui sera proposé demain aux agriculteurs. Puisque nous allons le voir au travers de cet atelier, moderniser son exploitation par la robotisation induit différentes transformations et évolutions à plusieurs niveaux. Un premier niveau, une évolution au niveau technique qui nécessite de nouvelles compétences, nous allons le voir. Une évolution au niveau social qui nécessite une nouvelle organisation et induit de nouvelles conditions de travail. Et enfin, une évolution au niveau économique qui nécessite un investissement souvent conséquent. Cet atelier a pour objectif de porter un éclairage sur ces différentes évolutions. Au travers 3 séquences, nous aurons dans un premier temps un retour d'expérience utilisateur avec un retour d'expérience en élevage où nous aurons les témoignages de Stéphane Ponce, éleveur à Mèchemont dans le Lot, et de Grégory Cagnac, conseiller en élevage à la Chambre d'agriculture du Lot. Puis nous aurons un second retour d'expérience avec les témoignages de Mathieu Follet, maraîcher dans les Landes, et de Mathilde Sceau, référente technique maraîchage chez Nayo Technologies. Nous aurons ensuite une deuxième séquence qui portera sur l'analyse sociologique de ces différentes transformations induites par la robotique agricole. Et Aline Dronne, sociologue à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, nous présentera les résultats de l'étude qu'elle a menée sur le sujet. Et nous terminerons enfin par une troisième séquence où Philippe Castel, conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA, et Vincent Marcus, chef de projet assurance des machines agricoles et TMA chez Groupama, nous présenteront les dispositifs d'accompagnement et d'assurance proposés respectivement par la MSA et Groupama. Donc, dans le sud-ouest de la France et en particulier dans le Lot, les premiers robots de traite sont apparus en 2007, mais ils ont connu leur vrai développement à partir de 2010. Aujourd'hui, on compte environ 10% d'éleveurs laitiers robotisés sur la région Occitanie. Mais il faut le mettre en rapport avec un chiffre un peu plus important, qui est qu'un éleveur sur 2 qui envisage aujourd'hui le changement de sa salle de traite pense à investir en robots de traite. Donc on voit bien qu'on est sur une mutation. Le questionnement sur le robot de traite devient incontournable aujourd'hui et au-delà de ça, c'est souvent un enjeu du maintien de l'activité laitière sur une exploitation. Donc, je vais tout d'abord demander à Stéphane Ponce. Donc, vous êtes éleveur laitier dans le Lot. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre exploitation et nous dire ce qui vous a amené à investir dans un robot de traite ?
Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Stéphane Ponce, donc agriculteur et éleveur laitier dans le Lot. Donc oui, moi je suis équipé d'un robot de traite donc depuis 2008. Alors tout d'abord, je suis installé sur une exploitation de 250 hectares à peu près et 70 vaches laitières et plus récemment 2 bâtiments de poulets label. Je vous expliquerai après la raison de cette diversification. Donc moi je me suis installé en 2000 donc en GAEC avec mes parents. Mes parents, mon père étant d'un âge avancé, donc arrivé à la retraite, disons, dans les années 2005. Et donc ma mère était toujours dans le GAEC et continuait donc son activité. C'est pour ça que dans les années 2006-2007, s'est posé la question du renouvellement de la salle de traite, puisqu'elle arrivait aussi en fin de vie. Enfin, elle avait une vingtaine d'années, 25 ans, donc elle était amortie. Et donc on se pose la question du matériel de traite. Et effectivement, pour moi, cet aspect robot, on commençait à voir dans les revues et à parler robot de traite. Donc curieux et jeune installé, je suis allé un petit peu voir ce qui se faisait et ça m'a effectivement bien intéressé. Alors après... Effectivement, mes parents, enfin, mon père était plus dans le GAEC, mais ma mère y était encore, et donc du coup, et encore pour quelques années. Et donc de suite, il nous a paru évident que le robot serait peut-être plus facile pour elle à gérer aussi, quand moi j'étais pas là, sachant que la partie informatique lui plaisait énormément et qu'elle était très autonome là-dessus. Donc effectivement, pour gérer le robot de traite toute seule, c'était plus facile pour elle que de réaliser la traite. Donc il y avait 2 aspects. Il y avait ce côté un peu innovation et donc pénibilité du travail. Donc voilà, donc on est parti donc dans l'achat d'un robot de traite en 2007. Grégory Cagnac, vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture du Lot. Vous proposez un accompagnement sur mesure aux éleveurs du département qui souhaitent s'équiper en robot de traite. Le périmètre de votre expertise est très large. Pourriez-vous nous présenter les 4 principales thématiques de cet accompagnement personnalisé aux éleveurs ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais profiter en répondant à ces questions, je vais essayer de vous donner aussi quelques repères techniques ou quelques éléments chiffrés. Donc, la première étape pour un éleveur qui s'interroge sur la mise en place d'un robot, donc notre rôle est l'appui à l'étude d'opportunité. Donc, au-delà de l'investissement dans le robot de traite, il faut anticiper un certain nombre de paramètres liés à l'arrivée de cet automate. Donc, et bien souvent, sont négligés dans les études économiques qui peuvent être faites par ailleurs. Donc, notre expertise en tant que Chambre d'agriculture est de bien appréhender ces changements. Donc, ces changements, ils se situent sur différents niveaux. Tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que quand on met un robot de traite, la taille de l'élevage a tendance à progresser pour arriver à un équilibre économique. Aujourd'hui, les élevages robotisés produisent en moyenne 680 000 litres de lait, alors qu'en système conventionnel, on est plutôt à 420 000 litres de lait. Donc, dans les principaux points aussi d'évolution, c'est une évolution sur le système fourrager. Donc ça, c'est le premier axe de travail. On s'aperçoit qu'un système robotisé, la pâture devient marginale, voire inexistante. Aujourd'hui, il y a seulement... la part de pâture représente seulement 3% de la ration des vaches laitières, alors qu'un système conventionnel, elle représente 37%. Redimensionner un système fourrager, évaluer les impacts économiques qui sont liés à ça. Deuxième impact, c'est la qualité du lait. Donc, lorsque l'éleveur change de système et part sur du robot de traite,
on observe des impacts au niveau de la qualité du lait sur différents niveaux. Donc le premier, c'est le taux cellulaire. On s'aperçoit qu'après la mise en place du robot, on a une évolution du taux cellulaire pendant quelques mois avant un retour à une situation normale. Donc certains éleveurs n'arrivent pas forcément à retrouver une stabilité sur ce critère. Deuxième point, la lipolyse. Donc le taux de lipolyse a tendance à augmenter. Voilà, donc ce sont des critères qu'il faut aussi appréhender, qui peuvent avoir un impact économique qu'il faut prendre en compte. Troisième point, dans les évolutions ou dans ce qu'on peut, dans le périmètre des points qui sont à prendre en compte, donc c'est le coût alimentaire. On constate que effectivement le système robotisé pousse les éleveurs à utiliser plus de concentré. Donc au final, on a un coût alimentaire qui est de l'ordre de 10 € au millilitre supérieur à un système conventionnel. Parmi les points aussi, et je terminerai un petit peu là-dessus, les points à prendre en compte et qui sont non négligeables, c'est le coût d'entretien d'un système robotisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a fait une étude sur le sud-ouest. Le système robotisé, donc si on intègre les coûts de fonctionnement, les coûts de maintenance, les contrats d'entretien, etc., on est de l'ordre de 16 € au millilitre, alors qu'un système conventionnel, on est plutôt à 7 €. Voilà, donc à l'échelle d'une exploitation, ce sont des éléments aussi, enfin, tous ces éléments sont à prendre en compte pour arriver à une étude économique précise et éviter d'avoir des décalages entre le prévisionnel et le réalisé. Voilà. Donc après cette étude d'opportunité qu'il est important de bien analyser pour anticiper et prévenir des dérapages possibles, vous intervenez également dans la personnalisation du paramétrage du robot. Oui, donc notre intervention elle se situe à deux niveaux. Donc elle se situe avant la mise en route du robot. Donc aujourd'hui, on a un outil, une interface informatique qui permet de récupérer tout l'historique de l'élevage, des données de l'élevage, donc que ce soit l'inventaire des animaux, les inséminations, enfin tous les paramètres de l'élevage, et de les intégrer automatiquement dans l'automate de l'éleveur. Donc l'éleveur a un logiciel qui est on va dire vierge à l'installation, et nous on bascule toutes les données de l'élevage. Donc ça c'est une première étape qui permet à l'éleveur d'éviter la saisie de tout ça. Donc notre premier niveau il est là, et notre intervention elle est aussi sur l'accompagnement dans l'optimisation du paramétrage du robot. Aujourd'hui, l'éleveur reçoit un robot avec un paramétrage standardisé, donc le paramétrage de la marque. Il est souvent nécessaire d'affiner ou de modifier ces paramétrages en fonction de l'élevage, des objectifs de l'éleveur. Voilà. Par exemple, les paramètres d'acceptation à la traite, des choses comme ça, donc soit aussi à gérer. Voilà. Mais Stéphane va vous illustrer ça plus concrètement. Oui, donc comme je vous l'ai dit, moi ça fait 12 ans que j'ai investi dans un robot de traite, donc c'est vrai qu'au début on avait beaucoup moins de recul qu'aujourd'hui, et donc moi j'ai appris à fonctionner avec le paramétrage d'usine qui est très bien fait, il y a pas de souci, le robot fonctionne, mais il y a une multitude de réglages à mon avis, il y a un gros travail, comme disait Grégory, à individualiser ces paramètres suivant l'élevage, suivant les animaux. On travaille avec du vivant, donc suivant son alimentation, suivant tout ça. Et du coup, on a débuté comme ça, et rapidement, dans les quelques années qui ont suivi aussi, sont survenues des fois quelques problématiques de qualité du lait.
et autres. Donc, on s'est tourné aussi vers la Chambre d'agriculture, où je me suis tourné vers la Chambre pour essayer de comprendre pourquoi. Il y en a qui y arrivaient, il y en a qui avaient moins de soucis. Et donc, du coup, on a vraiment travaillé sur ces réglages, et notamment un qui me reste à l'esprit, puisque on est réglage d'usine pour un robot de Laval ou que j'ai moi, donc à 190 grammes par minute sur la dépose, puisque c'est du décrochage automatique, sur la dépose quartier par quartier. Et aujourd'hui, on est à 240 grammes par minute, donc ça veut dire qu'on décroche beaucoup plus tôt. On fait moins de surtraite, on gagne en temps de traite. Et du moment où on gagne en temps de traite, on gagne en qualité et en quantité de lait aussi. Donc voilà, c'est des choses, c'est des exemples, mais qui finalement ont servi derrière à résoudre aussi des problèmes de qualité du lait, de cellules. Voilà, donc c'est vrai que quand le paramétrage d'usine, il peut aller pour un élevage, mais des fois moins pour un autre, donc il faut arriver à s'adapter à ça. Et c'est aussi très important, c'est le facteur de réussite, à mon avis, des robots derrière. Donc après cette deuxième étape d'accompagnement au paramétrage du robot, la troisième étape, Grégory, concerne l'appui à l'utilisation du robot. Donc effectivement, on vient d'évoquer que les robots sont équipés de nombreux capteurs. Notre suivi régulier dans les élevages robotisés, notre accompagnement technique Chambre d'agriculture, donc permet on va dire d'objectiver et d'identifier d'éventuelles dérives sur des capteurs ou d'éventuels dysfonctionnements. Voilà, donc c'est aussi l'œil externe qui vient voir si tout fonctionne bien, voilà, en toute objectivité. Oui, notre exemple de ce sujet-là, c'est vrai que moi j'ai eu un autre problème aussi dans le cours d'utilisation du robot, c'était qu'il y a une sonde de capteur de température d'eau qui nous annonce donc la température de lavage du robot, température d'entrée de l'eau et température de sortie. Et c'est vrai qu'avec la routine aussi, des fois qu'ils installent, on regarde certains facteurs et peut-être pas tous. Et du coup, ce capteur-là, un de ces capteurs-là, donnait une mauvaise information. Et c'était déréglé avec le calcaire de l'eau. Et du coup, voilà, c'était cette température d'eau qui était pas bonne. Donc on a pu aussi régler des soucis de qualité de germes et de qualité aussi cellulaire derrière. Je reviens à mes cellules qui étaient aussi liées à ces choses-là auxquelles nous, éleveurs, des fois, quand on est pris dans la routine, on n'avait pas fait attention. Donc l'œil extérieur est toujours positif pour régler ces soucis-là. Et enfin, dernière thématique sur l'accompagnement, Grégory, ça concerne la valorisation des données. Donc, effectivement, le robot de traite fournit une multitude d'indicateurs, de données. Le constat est le suivant, c'est que aujourd'hui, les éleveurs valorisent 10% des données du robot de traite. Donc, quelque part, c'est un constat d'échec face à la richesse des données qu'il peut y avoir dans l'outil. Donc face à ça, nous avons développé une application qui permet d'objectiver les données de l'automate, donc, et d'avoir une synthèse, une vision du fonctionnement large de l'automate et une valorisation complète des données. Donc notre rôle, c'est d'aider l'éleveur à interpréter, à analyser un petit peu les données et surtout de les valoriser. Donc par ailleurs, on a un réseau, un collectif d'éleveurs, enfin un collectif au niveau du Sud-Ouest, qui nous permet d'échanger, partager entre éleveurs. Donc on a initié des groupes et des formations d'éleveurs. Donc c'est des lieux d'échange et c'est aussi une autre façon d'apporter et d'aider les éleveurs à valoriser leurs données. Oui, donc je participe donc régulièrement à ces groupes d'éleveurs et pour moi au début
début du robot chez moi, ça m'a beaucoup apporté parce que le robot, c'est un changement radical dans le métier de l'élevage laitier. C'est plus pareil que la salle de traite, plein de paramètres qui changent, l'alimentation des vaches change, la qualité du lait, même si les critères sont les mêmes, mais il est pris sous une autre façon, la surveillance du troupeau également. Donc échanger avec des éleveurs utilisateurs, mais de partager nos pratiques, c'est toujours intéressant et chacun a une idée, a réfléchi à quelque chose et apporte au groupe. Et je trouve que encadré par des intervenants extérieurs sur un thème très précis, c'est très enrichissant. Et quand on rentre le soir chez nous, on met toujours en pratique des choses qu'on a entendues soit par les techniciens, soit par des éleveurs eux-mêmes qui apportent finalement, on s'est rendu compte qu'on apporte aussi pas mal de solutions nous-mêmes en échangeant avec les autres. Donc voilà, je crois que c'est un changement quand même radical et il faut savoir aussi s'entourer pour réussir ce changement-là. Donc Stéphane, aujourd'hui, après 12 années d'utilisation du robot de traite, quels sont vos principaux points de satisfaction ? Déjà, le premier, c'est tout bête, mais c'est la durée de vie de la machine. Puisqu'il y a 13 ans, du coup, quand on a acheté notre robot, c'est vrai qu'on se posait aussi la question du durée de vie de cette machine-là et de se dire, est-ce que dans le temps... travailler dans une étable avec des vaches, est-ce que ce robot va durer longtemps? Au bout de 12 ans, je suis complètement rassuré sur ce point-là parce que il marche, je dirais, mieux qu'avant. Voilà, dans le temps, il y a eu aussi pas mal de mises à jour informatiques et techniques. Donc, c'est vrai c'est aussi fiable aujourd'hui qu'avant. Donc, sur ce point de vue-là, je suis rassuré. J'espère qu'il va encore marcher encore pas mal de temps. Et ça a répondu aussi à mon problème par rapport à une problématique travail, puisque... on économise effectivement du temps, mais c'est surtout en souplesse de travail. C'est une souplesse de travail qui est quand même que moi je recherchais et qui est quand même importante puisque j'ai aussi 150 hectares à côté qui sont donc pour l'alimentation du troupeau, mais ça fait aussi quand même pas mal de boulot à côté. Et donc quand on est dans le champ le soir, si on rentre, quand on était à la traite, on rentrait à heure fixe. Aujourd'hui, on peut aussi décaler et on sait que la traite est faite, même si la surveillance, il faut la faire, mais on peut la faire à des heures un peu différentes. Et je trouve que ça a répondu à mes besoins. Et puis le week-end aussi, ce qu'on parle, c'est des fois aussi la vie de famille on peut aussi rentrer plus tôt ou des fois plus tard, mais on peut s'organiser un petit peu mieux qu'avec nos horaires de traite très cadrés. Voilà, donc satisfait de mon investissement. Grégory, on l'a vu, l'acquisition d'un robot n'est pas une étape anodine dans la vie d'une exploitation. Pour vous, quels sont les points de vigilance à avoir pour réussir cette intégration du robot ? Tout d'abord, le premier point de vigilance, c'est le respect des équilibres économiques. Est-ce que le robot... certes permet de répondre à une problématique main-d'œuvre, mais est-ce qu'il permet de la rémunérer? Donc ça, c'est un premier point de vigilance, les aspects économiques. Le deuxième point de vigilance, qui est souvent négligé, c'est s'assurer avant la mise en place d'un robot que l'éleveur est robot compatible, c'est-à-dire qu'il soit fait pour l'automate, enfin pour travailler avec un automate. Donc ça, c'est des éléments importants. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui ont carrément abandonné le robot de traite pour revenir en salle de traite, car ils étaient dans des situations de stress où, face aux alarmes, face à la pesanteur, enfin, au risque d'alarme ou de suivi du robot. Donc ça peut être un facteur d'échec. Je vais terminer quand même sur une note un peu plus objective. On a réalisé sur le large sud-ouest une enquête auprès d'éleveurs robotisés et non robotisés.
On s'aperçoit que dans cette étude, 83% des éleveurs ont une bonne perception de leurs conditions de travail, alors qu'en salle de traite, 65% seulement ont une bonne perception de leurs conditions de travail. Donc le robot amène quand même un plus, on va dire, sur ces perceptions d'astreinte de l'élevage. Second point, et je terminerai là-dessus, on avait également posé la question des jours de repos, jours de congé pris sur les élevages. Il s'avère que sur les élevages robotisés, seulement 6% des éleveurs n'arrivaient pas à prendre de jours de congé sur l'exploitation, enfin, en dehors de leur exploitation, alors qu'en salle de traite ou un système conventionnel, ce pourcentage représentait 27%. Donc aujourd'hui, le robot permet quand même de donner de la souplesse, un peu plus de liberté qu'un système conventionnel. Mais il faut être vigilant sur les points cités avant, c'est-à-dire les aspects économiques et les aspects humains. Voilà. Merci pour ce premier retour d'expérience. Je vous propose maintenant d'écouter un deuxième témoignage. Un témoignage en maraîchage où les usages sont relativement plus récents et concernent pour l'essentiel le désherbage mécanique. Mathieu Follet, vous êtes maraîcher dans les Landes. Le désherbage est l'une des tâches les plus pénibles et les plus récurrentes en maraîchage. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre exploitation et nous expliquer quels sont les leviers qui vous ont fait passer le pas vers la robotisation et l'acquisition du robot OZ de chez Naïo Technologies? Bonjour, donc Mathieu Follet, maraîcher en agriculture biologique diversifiée. J'ai commencé sur une petite exploitation et l'acquisition du robot s'est fait dans un second temps et ça a été un travail collectif, c'est-à-dire que c'est parce que ça a été dans un groupe donc d'agriculteurs, maraîchers et autres, mais aussi de consommateurs, donc consommateurs essentiellement nous ont soutenu les AMAP, je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de commercialisation par panier AMAP, également des Biocoop nous ont soutenus et aussi des personnes qui cherchent à mettre en place des filières locales concernant la restauration collective. Donc voilà, le fait que ça soit collectif, ça nous a permis de voir les choses sur un aspect pas uniquement de rentabilité économique, d'enjeux de rentabilité économique à court terme, mais aussi sur des enjeux sociétaux de plus long terme. Donc le maraîchage diversifié, la particularité, c'est que on produit des légumes toute l'année, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus le rendement par culture, mais à étaler la production sur l'année pour nourrir avec des légumes de saison sur l'année. Donc ça change tout par rapport à comment était vue ou comment fonctionnait l'agriculture avant. Ça change tout parce que du coup c'est pas du tout la même approche de la main d'œuvre, parce qu'on est sur des contrats plus longs, plus des CDI que des emplois saisonniers, et est-ce qu'il s'agit de produire toute l'année. Et donc par rapport à ces enjeux qu'on a essayé sur lesquels on essaye d'avancer, notamment avec le robot, ces enjeux donc sociétaux, parce que nous en maraîchage bio diversifié local, on nous achète pas seulement des légumes, on nous achète aussi le fait de protéger la biodiversité autour des zones d'habitation. Et on nous achète aussi le fait d'essayer d'amener des solutions
face donc aux crises écologiques et climatiques. Et donc, finalement, c'est ça qui est intéressant. On a la chance d'avoir de pouvoir quelquefois se soustraire un peu des enjeux économiques de court terme pour envisager des réflexions plus de long terme. Et c'est dans ce sens-là où le robot est venu s'inscrire, c'est-à-dire que par rapport à la question climatique, il s'agit de réduire la dépendance aux énergies fossiles de l'agriculture. Donc la dépendance aux énergies fossiles de l'agriculture aujourd'hui, elle est de choses principalement, en tout cas ce qui concerne les productions végétales. Elle est sur la mécanisation et elle est aussi sur la fertilisation, c'est-à-dire que la fabrication d'ammonitrate et d'engrais donc chimiques nécessite beaucoup d'énergie fossile. Pour réduire cette dépendance-là, donc il y a l'électrification des véhicules et pour l'agriculture. Et donc ça passe nécessairement, enfin au moins dans un premier temps, au moins maintenant, par des véhicules plus légers. Donc déjà ça c'est une première chose qui nous a plu dans la question du robot. Après la deuxième chose c'est que donc si on veut se passer le plus possible d'engrais chimiques, donc nous en agriculture bio on n'en utilise pas, mais d'apport de matière d'engrais organiques, il faut préserver au maximum la fertilité naturelle des sols. Alors la fertilité naturelle des sols, elle peut baisser considérablement avec ce qu'on appelle la compaction des sols, c'est-à-dire des engins lourds qui vont venir créer des zones et du sol qui vont être asphyxiés par cette compaction. Et donc du coup, ça c'est une conséquence qu'il faut, ça réduit la vie du sol. Ça a une conséquence qu'il faut ensuite venir décompacter, donc repasser avec des machines. Souvent, le décompactage se fait avec des machines profondes qui vont à 40, 50, 60 cm parfois, donc qui nécessitent beaucoup de puissance. Donc on rentre dans un cercle comme ça de toujours plus. Et ensuite, il faut savoir que pour une culture de poireaux, on va passer 6, 7, 8, 9 fois avec pour biner, donc pour enlever mécaniquement les adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et donc à chaque fois, c'est de la compaction du sol. Donc là, avec le robot, on essaye donc le robot, il a la même compaction du sol qu'une chaussure, quoi, qu'un pied. Et donc, on peut faire autant de passages qu'on veut en préservant cette fertilité, en élevant la compaction. Après, voilà, c'est nécessairement sur une réflexion de long terme parce que c'est un changement de pratique complet, quoi. Voilà, je sais pas. Merci. Mathilde Sceau, vous êtes donc référente technique chez Naïo Technologies. Vous êtes au cœur du processus d'appropriation du RoboHoss, puisque vous intervenez auprès des agriculteurs pour lancer le processus d'exploitation, accompagner l'agriculteur dans la prise en main du robot via un processus de formation très défini. Vous assurez également un suivi utilisation en cas de besoin utilisateur. Lorsque nous avons préparé cet atelier, vous m'avez dit que l'acquisition d'un robot était une aventure tripartite entre le constructeur, le robot et l'agriculteur. Quelles sont selon vous les clés du succès de cette aventure tripartite ?
Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il me paraît important de rappeler qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de mettre un robot sur n'importe quelle exploitation. Il y a un travail préalable pour garantir la réussite en fait, de l'aventure entre un agriculteur et son robot. Et donc la première chose qu'on va regarder, c'est l'exploitation, voir si elle est bien adaptée et qu'on est capable de mettre en place un cahier des charges qui est relativement strict, puisqu'on évolue... rappelons-le, dans un environnement principalement ouvert, puisque la plupart des machines sont à l'extérieur. Donc s'assurer que l'exploitation va répondre, on va dire, aux besoins du robot. Donc ça peut être par exemple des exploitations sur lesquelles il y a des pentes ou des dévers qui peuvent poser problème. Également, on va regarder le type de culture, puisque les machines sont plus efficientes sur certaines cultures que sur d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui on fonctionne sur des systèmes de guidage qui sont capables de repérer des cultures plus ou moins hautes, suivant les couleurs également, et également de respecter les règles de sécurité auxquelles on tient particulièrement chez Naïo. La deuxième clé de la réussite, c'est l'agriculteur. Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure sur le témoignage concernant Monsieur Ponce. C'est également chez nous, on fait aussi très attention au profil de l'agriculteur. Avoir un agriculteur, je crois que c'était robot compatible, que vous avez dit, et ça me parle particulièrement. C'est-à-dire que, comme le disait Mathieu, à partir du moment où on intègre un robot sur une exploitation, il va y avoir de gros changements, ou pas, ça dépend de comment était menée l'exploitation avant, mais il va potentiellement y avoir des changements à apporter. Donc l'agriculteur va devoir modifier ses pratiques et éventuellement faire des adaptations pour que le robot puisse fonctionner de manière optimale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, que l'agriculteur soit déjà au courant et ensuite soit prêt à changer ses pratiques. Et ensuite, qu'il ait du temps. Voilà, c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire que l'agriculteur va évoluer avec sa machine au fur et à mesure du temps qu'il va utiliser avec sa machine. Et au début, il va y avoir certaines limites dont il va avoir... connaissance, il va en prendre les mesures et après progressivement évoluer avec sa machine. Mais il faut qu'il soit capable et qu'il accepte au début que ce soit un peu difficile. Je pense que Mathieu va revenir un petit peu sur son expérience et expliquer comment ça s'est déroulé du début jusqu'à maintenant. Il y a une très forte progression depuis le début de l'utilisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, de comprendre les limites du robot, puisqu'on a des limites donc propres à la machine, qui est donc propre à chaque machine. En fait, chaque machine a ses limites. Et on a aussi des limites extérieures liées au fait qu'on évolue justement dehors. Donc il y a des conditions météo qui peuvent créer des problématiques diverses. Et donc il faut bien que l'agriculteur soit conscient de tout ça. Et donc la troisième clé, c'est donc le constructeur. Donc nous, chez Naïo Technologies, on est très engagé à l'accompagnement de nos clients. Donc que ce soit par un process de formation qui est relativement défini à l'avance, qui est adaptable en fonction des besoins des agriculteurs. Mais en gros, nous, notre objectif, c'est d'arriver sur une machine, sur une exploitation, et d'en repartir que quand la personne est autonome. Sachant que nous, derrière, il y aura toujours un suivi personnalisé. Ça, c'est la première étape de formation. Ensuite, on a tout un process de support qui est relativement déployé maintenant chez Naïo pour aider à quelconque moment l'agriculteur qui aurait un problème avec un robot dans un champ, qu'il ait quelqu'un au téléphone pour répondre à ses problématiques. Et enfin, le dernier aspect qui est aussi important, c'est qu'on se place dans un process d'amélioration continue. Donc, Mathieu a reçu, par exemple, diverses mises à jour, comme pour les robots de traite. Quand Monsieur Ponce dit que le robot fonctionne de mieux en mieux, c'est aussi ce à quoi on tend. C'est-à-dire qu'au début, on a un robot qui fonctionne, et puis après, on apporte des mises à jour qui font que ça fonctionne mieux. Et aussi en fonction des profils qu'on rencontre. Parce qu'on ne va pas fonctionner pareil sur une exploitation qui est très sableuse, comme chez Mathieu, que sur une exploitation qui est très argileuse. Voilà, il y a des petites choses à mettre en place, un petit peu au cas par cas. Et donc voilà, c'est d'après moi, ces trois éléments qui font... si ces trois éléments sont alignés, généralement, on est sur un succès du couple agriculteur-robot. Merci Mathilde. Mathieu, au regard de l'éclairage que vient de nous apporter Mathilde, pouvez-vous, au regard de votre expérience, nous dire un peu entre la première et la deuxième année d'utilisation du robot,
quels sont les changements que vous avez opérés sur votre exploitation. Dit autrement, quelle plus-value observée, quels changements techniques et organisationnels vous avez réalisés? Et il y a eu énormément de changements entre la première et la deuxième année, tout simplement parce que la première année, il y a des cultures sur lesquelles on n'a pas réussi à l'utiliser. Et là, on essaye de plus en plus de l'utiliser sur plus de légumes. Voilà. Et donc, ouais, comme vous disiez, c'est un changement de pratique complet. Alors, l'intérêt principal, c'est vraiment parce qu'on a beaucoup moins de retours d'expérience que sur les robots de traite. Mais par contre, j'arrive un peu au même constat que finalement, l'intérêt principal, c'est, en tout cas, pour moi, c'est le confort de travail. C'est-à-dire que le robot, déjà, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'on reste à côté. De toute façon, nous, en maraîchage bio, et même dans les grandes exploitations, on a toujours des passages manuels, ce qu'on appelle sur le rang, quoi, donc sur le rang de poireaux ou de carottes. Il y a toujours un moment où on va devoir passer à la main. Et donc aujourd'hui, on s'organise en faisant ce travail-là en même temps que le robot tourne à côté. Mais pour donner un exemple du changement de la manière de travailler, en maraîchage, pour travailler avec les tracteurs dans les tunnels, des fois on a la mauvaise habitude de couper les pots d'échappement à peu près à cette hauteur-là. Et donc, on se prend toute la fumée du gasoil dans la figure toute la journée. Tandis que là, on se retrouve donc, entre ça et en général, on a des tracteurs qui ont une moyenne d'âge de 50 ans. Donc, on se... Là, et tandis que là, on se retrouve avec une machine qui a un certain degré d'autonomie et surtout qui est silencieuse. Donc, moi, j'ai fait ce métier-là principalement pour être dehors, quoi, pour vivre avec les saisons, avec la faune, la flore, etc. Donc là, on apprécie pleinement cet environnement quand voilà, il fait juste un petit bip-bip pour nous signaler qu'il arrive au bout. Et donc voilà, ça crée vraiment un vrai confort de travail. Après, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus d'anticipation. On passe d'un travail où on va, comment dire, on est plutôt dans le préventif que dans le curatif. Ça, de manière générale, en bio, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est plus une préparation du chantier, de la parcelle, et qui doit être adapté au robot. Si on prépare la parcelle n'importe comment, c'est même pas la peine de... Là, on n'est pas du tout robot compatible pour le coup. Et donc, voilà, il y a un travail de préparation des parcelles et par rapport au fonctionnement du robot. Après, il y a un autre point aussi, c'est que, et comme je disais tout à l'heure, on a... un problème de ressources humaines aujourd'hui dans l'agriculture en général et dans le maraîchage en particulier, parce qu'en maraîchage bio, on a besoin de monde. Et c'est difficile aujourd'hui de motiver les jeunes, et là, enfin les jeunes ou moins jeunes. Et là... Bon, c'est aussi une tentative de proposer, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un petit niveau de formation d'utiliser un robot comme Oz, enfin en tout cas comme il fonctionne aujourd'hui, ça va pas être possible. Donc ça va s'adresser
à des gens qui sont bien formés. Le truc, c'est que ces personnes-là dont on a besoin aujourd'hui, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que, et dans le maraîchage biodiversifié, on fait 50 cultures par an, 50 espèces par an, et du coup, c'est une somme de connaissances importantes. Donc, on a besoin de gens qui soient agronomes, biologistes, et aujourd'hui, ces personnes-là ne veulent pas forcément faire ce métier. Donc là, en proposant... Donc l'idée, aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, si les gens ne veulent pas faire ce métier, on va aller chercher des travailleurs détachés, des saisonniers pas cher, je sais pas où. Donc voilà, de responsabiliser en quelque sorte. Ce discours consiste à responsabiliser les gens du fait qu'ils ne veulent pas travailler. Je prends un peu l'inverse, c'est-à-dire je me dis, c'est à nous aussi, collectivement, d'offrir des conditions de travail et intéressante, et c'est là aussi où la robotique, par le fait de demander des connaissances et par le fait d'avoir un meilleur confort de travail, et on espère que ça va attirer du monde pour ce type d'activité. Voilà à peu près pour les changements de pratiques que ça implique. Après, sur la question, il y a un point important aussi, c'est sur la question économique, c'est-à-dire que par rapport à la question d'essayer de décarboner ou de sortir des énergies fossiles l'agriculture aujourd'hui, on a déjà une solution qui est de plus en plus utilisée, qui s'appelle la permaculture. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la permaculture, c'est des systèmes qui sont qui sont super intéressants, qui sont très manuels et qui s'adressent quand même à une minorité de consommateurs, parce que ça quand même permet de produire à des coûts relativement élevés. La question, c'est que les gains de productivité qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, ils viennent surtout, en grande partie des énergies fossiles. Donc c'est comment, nous, c'est la question qu'on se pose par rapport à la restauration collective, où on est tenu d'arriver à des prix de marché, même si en bio on est un peu au-dessus du conventionnel, il faut quand même qu'on reste sur des prix décents pour que les restaurants scolaires et autres arrivent à faire des repas à des prix convenables. Et donc on est tenu à certains prix. Donc tout le défi qu'on est à dire, comment on va arriver à avoir un gain de productivité avec le moins d'énergie fossile possible. Et c'est là où la robotique permet d'avancer petit à petit sur ces solutions. Alors voilà, nous ça fait 2 ans, donc on n'a pas du tout le retour d'expérience qu'il y a en traite, pardon. Et l'autre point, c'est que on est du coup c'est le même point, c'est qu'on est au début. C'est-à-dire que pour moi, OZ, c'est une brique à remplir, quoi. C'est-à-dire que si on pouvait demain faire donc en agriculture bio, on fait pas mal de traitements aussi avec des purins notamment, ce qu'on appelle les préparations non préoccupantes, et du coup c'est pareil, c'est pas du curatif, c'est du préventif. Comme c'est du préventif, il y a plus de passages, donc on se retrouve à faire des passages assez fréquents, admettons, de purin de prêle pour le mildiou. Et donc, si le robot pouvait nous aider pour ça, ça serait bien. On fait aussi ce qu'on appelle de la refertilisation, c'est-à-dire de la fertilisation localisée sur un rang de choux, par exemple, ou de poireaux. Ça, aujourd'hui, c'est des applications que font pas le robot, mais qui peuvent être envisagées. Donc, on s'inscrit comme ça dans une dynamique de long terme, et
voilà, les obstacles aujourd'hui à ce que ça se fasse, ils sont pas techniques, quoi. On voit qu'on peut y arriver, quoi. C'est une question d'arriver à le mettre en place. Merci pour l'ensemble de ces témoignages où on l'aura compris. Donc, le passage à la robotisation, c'est avant tout une aventure multipartite qui évolue constamment et où il est important que l'agriculteur soit robot-compatible, comme le disait. Autant de facteurs de réussite pour le passage à la robotisation. Avant de passer à notre intervenante suivante, nous avons le temps de prendre une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces témoignages ? Alors, on n'a pas de micro, donc je vais vous demander de parler fort. Si, le mien est très présent. J'ai aucun souci avec lui, au contraire. Donc du coup, nous en robot de traite, donc on a des contrats d'entretien. Enfin, parce qu'il nous a vendu le robot, mais après il y a la maintenance qui va avec. Donc on a un contrat d'entretien annuel. Avec 4 passages de techniciens par an, qui donc vérifient un petit peu le fonctionnement de la machine et effectuent les changements des pièces nécessaires. Donc effectivement, on a un lien fort avec notre constructeur, mais je trouve différent. Le constructeur, c'est vraiment le fonctionnement de la machine. Nous, ou moi, ça peut être différent, je pense, d'autres cas, mais c'est vraiment le fonctionnement de la machine. Avec le technicien d'élevage, ou les relations qu'on a avec des groupes robots, on va vraiment dans le technique, dans l'alimentation des animaux, dans le paramétrage de l'outil. Je vous dis, quand on a des groupes, des fois, hop, le soir, on va modifier nos paramétrages, que des fois, on en parle effectivement avec notre technicien, mais il est vraiment spécialisé à fond dans sa machine et moins quand même dans l'élevage. Donc, on est obligé d'avoir nos techniciens et ils sont heureusement qu'ils sont très pointus parce que il y a des fois on en a quand même vraiment besoin. Mais c'est deux rôles vraiment pour moi vraiment différents. On vous écoute. Est-ce qu'il y a un digital divide avec la robotique? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème de se retrouver tout seul avec une nouvelle machine et ne pas avoir de pairs qui l'utilisent? Parfois, dans les tracteurs, dans d'autres machines, on peut demander aux voisins comment fonctionne le paramétrage. Est-ce que dans la robotique, ça peut être un problème? Aujourd'hui, je crois que ça l'est beaucoup moins dans le robot de traite, puisque ça s'est quand même bien démocratisé, donc il y en a des quantités quand même assez élevées, donc on est moins isolé. Mais c'est vrai qu'au début, quand on parlait de stress, oui, ça a été un gros stress de mise en route, puisque il y avait très peu de robots. Moi, je prends mon cas autour de chez moi, donc pour repasser un coup de fil à un éleveur qui a déjà utilisé, ça nous arrivait, mais on allait plus loin, donc des gens qu'on connaissait pas forcément, donc on se disait, est-ce qu'il me dit la vérité, est-ce qu'il me dit pas, bon, voilà. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important aussi de se rassurer à la mise en route, parce qu'il y a plein de choses des choses qui changent vraiment du tout au tout dans notre métier, et que du coup, nous, éleveurs, on se retrouve sans trop de repères. Par contre, aujourd'hui, on a vraiment des choses qui sont calées, donc je pense que c'est beaucoup plus facile. Merci. Désolée, je vous laisserai après l'atelier poser les questions qui restent. Je vais me tourner maintenant vers Aline Drone qui est avec nous via Skype. Normalement, est-ce que ça marche? Bonjour. Bonjour Aline. Vous êtes donc sociologue chargée de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail.
Vous avez réalisé une étude intitulée « La robotisation participe-t-elle à la qualité de vie au travail des éleveurs ?» Avant de nous présenter les principaux résultats de votre étude, à savoir les points délicats auxquels on est confronté quand on aborde une nouvelle technologie, pouvez-vous revenir sur les points clés des précédents témoignages et nous apporter votre vision du sociologue sur les transformations, évolutions qui viennent d'être décrites et notamment revenir sur cette notion d'agriculteur robot compatible? Alors, Vous avez entendu je suis désolée, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas ce que vous voyez exactement. Hein. Voilà. On vous voit bien, on vous voit bien. Bon, super. Du coup, j'ai essayé d'être très attentive à tous les témoignages que j'ai trouvés super riches et pour le coup, j'ai envie de dire qui ont tout dit en fait. Un enjeu fort de la robotisation dans l'agriculture et monsieur, que je ne me trompe pas de nom, alors je retourne mes feuilles pour être sûre, c'est monsieur Follet qu'en a aussi beaucoup parlé, enfin monsieur Ponce et monsieur Follet ont beaucoup parlé de ça, sur les enjeux d'emploi, de maintien en emploi. Alors dans le côté polyculture élevage et notamment dans les robots de traite, il y a quand même un enjeu fort sur le maintien en emploi et sur le développement et la stratégie de l'exploitation à venir. C'est-à-dire que il y a une question majeure qui a été soulevée ces dernières années, c'est est-ce qu'on garde le lait ou pas? Et du coup, la question du renouvellement de la salle de traite va poser sur la table toutes ces questions-là. C'est est-ce que je garde le lait? Et si je garde le lait, quel type de salle je vais faire? Est-ce que je vais acheter un robot? Est-ce que je vais acheter une roto, etc. Et puis il y a parce que se pose la question de la pénibilité au travail. Donc là, vous disiez, Monsieur Ponce, que votre maman, je crois, part en retraite. Moi, j'ai beaucoup entendu d'agriculteurs dire, mais finalement, on voit nos parents partir cassés à la retraite avec des problèmes de coudes, de mains, d'épaules, de dos. C'est-à-dire que effectivement, le robot de traite ça permet de plus traire. Donc, ça retire une tâche pénible, forte. Donc, c'est un enjeu de prévention primaire extrêmement important, finalement, la robotisation. Et la question de l'emploi se pose, la question de la main-d'œuvre. Effectivement, c'est semble-t-il difficile, de plus en plus difficile de recruter, mais en plus, est-ce qu'on veut recruter? Est-ce que ça fait partie de la stratégie qu'on met en place au sein de l'exploitation? Et puis, parce que la question des ressources humaines est une vraie question dans le secteur agricole. Moi, j'ai entendu oui, un robot, ça travaille 24 heures sur 24, voilà, ça tombe pas malade. Bon, après, il y a d'autres choses qui se passent. Je ne vois pas les réactions, mais je peux imaginer. Donc, on a tous ces enjeux plus macro qui sont importants. Monsieur Follet parlait des enjeux écologiques aussi avec la robotisation. Donc, ça, c'est des choses que, effectivement, la question de l'écologie, elle est de plus en plus importante, en tout cas dans les médias, et du coup, c'est un impact chez les agriculteurs, il ne faut pas se leurrer. Toutes les polémiques qu'on entend et médiatisées, de fait, ça a un impact sur la façon dont on va penser son exploitation, on va penser le développement de l'exploitation. Quand il y a de la motivation aussi pour
faire un investissement de ce type-là, parce que c'est des investissements lourds, on pose la question. Alors, j'ai pas bien entendu, mais Monsieur Ponce, il me semble qu'il a parlé de diversification de son activité, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Oui. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les éleveurs, et notamment dans la robotisation de la traite. Donc, l'Institut de l'élevage a calculé que un robot de traite, ça supprimait 2 minutes. 2 minutes par jour par vache, donc pour 60 vaches, ça fait 2 heures. Donc en gros, on calcule qu'un robot de traite permet un gain de temps de 2 heures. Et on se rend compte que beaucoup d'éleveurs ont cette représentation-là, qui est probablement juste, hein, c'est pas ce que je remets en question, c'est que en fait, du coup, il y a une forme de peur de pas pouvoir faire, de pas pouvoir travailler, ou alors on se rend pas compte que l'organisation du travail change complètement. Monsieur Follet, Monsieur Ponce l'ont très bien dit. Ça change l'organisation du travail. Le métier évolue. Il se transforme pas radicalement, parce que tout le monde va vous dire qu'il faut continuer à être éleveur, il faut continuer à travailler sa terre. Ça ne supprime que des tâches pénibles. Ça ne supprime pas l'œil de l'éleveur. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller regarder sa bête. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes interviewées qui ont des robots de traite vont nous expliquer que finalement, ils connaissent beaucoup mieux le troupeau. Parce qu'ils ont une vue globale du troupeau, mais en plus ils connaissent beaucoup mieux les bêtes, parce qu'ils vont plus aisément aller sur l'ordinateur et pouvoir comprendre comment fonctionne sa bête presque plus facilement, plus longtemps en amont, que quand ils étaient dans une salle de traite conventionnelle, et du coup c'était à l'œil. Par exemple, la mamie, si je ne m'abuse, on peut la détecter plus rapidement avec le robot de traite qu'à l'œil humain, si je puis dire comme ça. Donc, ça amène, il y a quand même des motivations fortes, mais il y a, pour le coup, beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour le développement des exploitations, mais, et vous l'avez dit, je crois, monsieur, je reprends les notes, monsieur Cagnac, parler de tout ce qui est compétences. Finalement, un développement des compétences fortes, de compétences professionnelles fortes. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que quand la robotisation, elle marche pas bien dans l'exploitation, c'est quoi et notamment, on voit des robots de traite qui repartent, parce que ça marche pas bien, parce que finalement, c'est juste qu'on ne sait pas faire. On n'a pas appris à faire, parce qu'il y a une partie de développement de compétences qui va se situer sur la partie informatique. Et aller regarder les indicateurs quantitatifs, les traiter, les analyser, on ne le fait pas du jour au lendemain. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, et du coup, l'idée c'est aussi de lier les données quantitatives qui sont données par les logiciels en lien avec la stratégie de l'exploitation. C'est-à-dire d'un éleveur à un autre, si on prend toujours l'exemple de robot de traite, d'un éleveur à un autre, les éleveurs ne vont pas forcément regarder exactement les mêmes choses, parce qu'ils ne vont pas avoir la même stratégie de développement de leur exploitation. Du coup, ils peuvent aller regarder plus une donnée qu'une autre, et c'est à mettre à leur main. Ce que disait Madame Sau, finalement, c'est qu'il faut être dans l'usage, c'est-à-dire qu'on doit anticiper l'arrivée du robot,
Il faut bien la travailler en termes d'organisation du travail. Il faut anticiper. Alors, Monsieur Follet parlait de préparation. Évidemment, la préparation, elle se fait avant l'arrivée. Alors, le robot, on imagine aussi fortement qu'il faut peut-être changer le bâtiment. Il faut travailler sur la conception du bâti, travailler sur aussi les flux à l'intérieur de l'étable. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une vraie opportunité d'organisation du travail. Je crois que c'est Monsieur Pons, si je ne m'abuse, parlait de souplesse du travail. Oui, il y a une liberté organisationnelle beaucoup plus importante. On va plus faire la traite de 5h à 7h et le soir de 17 à 19h ou voire plus tard. On a ces astreintes-là qui n'existent plus. Par contre, on va se lever le matin, on va prendre le petit déjeuner en famille, donc l'équilibre vie professionnelle, vie privée va retrouver un équilibre social, on va dire, somme toute classique, mais que les agriculteurs, en tout cas les éleveurs, ne connaissaient pas forcément, ou moins. Et du coup, cet équilibre vie professionnelle, vie pro, elle se met en place, mais on va aller, quand on se lève, on va aller regarder sur l'ordinateur, voir si tout s'est bien passé dans la nuit. Donc, on a géré les alarmes, on enlève des alarmes parce qu'il y a des alarmes, évidemment, la nuit, ça ne nous intéresse pas de savoir qui s'est passé, je ne sais pas, M. Ponce pourra le dire 10 fois mieux que moi, mais du coup, on supprime des alarmes parce qu'évidemment, on ne veut pas être dérangé pour des choses qui peuvent attendre le lendemain. Voilà, donc du coup, on a ces niveaux de compétences qui doivent être regardés. La question de l'organisation du travail qui est forte, qui doit être anticipée, préparée, pour reprendre les termes de M. Follet. Et puis, on est arrivé sur la dernière... une dernière chose. Alors, j'ai pas entendu la question, mais j'ai compris qu'on était sur les contrats de maintenance. Et effectivement, les contrats de maintenance, en fait, on se rend compte qu'il y a une forme de dépossession de l'outil de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer quelqu'un alors qu'avant, on pouvait bricoler davantage. Et ça peut poser difficulté. Alors, vous parliez d'échanges de pratiques et que c'était super intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement entendu. On pouvait faire des échanges de pratiques à travers les climats, à travers des groupes de travail qui se mettent en place chez les différents fabricants, surtout un d'ailleurs. Et puis, il y a aussi des communautés qui se créent via des réseaux sociaux d'ailleurs, d'agriculteurs sur des thématiques de robotisation. Du coup, on se rend compte que la maintenance, c'est faire rentrer quelqu'un sur son exploitation et déposséder de la façon dont on peut agir sur son outil de travail. Donc, vous voyez, je pense que vous avez dit tout un tas de trucs qui permettent de mettre en avant l'étude dont vous avez parlé, vous avez présenté. Mais moi, ce que je note quand même, alors, pour nous, il nous semble que quand même la robotisation participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail des agriculteurs, mais il y a quand même des bémols. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la vigilance. Et notamment, ce dont vous avez assez peu parlé au final, c'est l'hyperconnexion. C'est-à-dire que aujourd'hui,
pratiquement tous les robots, vous avez des applications. Il faut le smartphone qui va bien et vous avez les applications qui sont sur le smartphone. Et du coup, on est connecté H24 à son étable, on est connecté H24 à son robot, quel que soit ce qu'il fait comme travail. Et du coup, on a du mal à se déconnecter. Alors pour certains, ils ont trouvé la parade en disant non, moi j'ai pas de smartphone, je refuse, etc. Par contre, c'est le fils du coup qui a le smartphone ou c'est la femme qui a le smartphone. Voilà, on est quand même sur ça. On est aussi sur le morcellement de l'activité, c'est-à-dire qu'on va aller plus souvent sur l'ordinateur pour voir si tout va bien. C'est-à-dire qu'on va faire une tâche et on va morceler son activité toute la journée. Et pour le coup, voilà, on n'est jamais. Il y a une forme de travail jamais fini avec le robot. Donc ça peut avoir un impact sur la charge mentale. Il y a la charge cognitive sur, évidemment, il faut développer des connaissances informatiques. Ça, on l'a dit aussi fortement. Voilà, je suis à peu près, je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Merci Aline. Quand on a préparé cet atelier, vous m'avez dit que vous aviez réalisé un guide d'accompagnement en partenariat avec la MSA à destination des agriculteurs. Ce guide ayant vocation à éclairer, à outiller les agriculteurs quand ils souhaitent intégrer une nouvelle technologie, et cela quelle que soit la technologie. Enfin, d'en savoir un peu plus sur ces dispositifs d'accompagnement proposés par la MSA, mais aussi sur les dispositifs d'assurance proposés par Groupama, je me tourne vers nos deux derniers intervenants. Philippe Castel, si vous voulez bien venir. Donc, vous êtes conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA. Pouvez-vous nous présenter les services que les conseillers en prévention de la MSA peuvent apporter aux agriculteurs ? Oui, bonjour. Donc, Philippe Castel, je suis conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA. Donc là, je vais, par la présentation, illustrer donc, les actions de la MSA en règle générale, on va dire, sur l'intégration des nouvelles technologies dans les exploitations agricoles. C'est clair que nous vivons aujourd'hui une évolution du monde agricole dit vers une révolution 4.0. Avec l'arrivée massive des nouvelles technologies, on en parle de l'introduction de drones, de robots autonomes, d'exosquelettes, etc., dans les processus de travail. On a de plus en plus de sollicitations aussi, faut le dire, d'entreprises qui, au niveau de notre service santé sécurité au travail, donc du régime social de la MSA, enfin de l'agriculture de la MSA, par les remontées des médecins ou des contacts avec les conseillers en prévention, effectivement, souvent sur les conseillers en prévention se retrouvent, sollicités en première ligne et cherchent à suivre de très près ces arrivées de nouveaux projets, je dirais, qui remettent en question, ça a été déjà dit précédemment, quand même, l'organisation du travail en premier lieu, en ligne de mire, voilà. Donc, c'est une période que, on a pu comparer avec l'arrivée de la mécanisation dans l'agriculture, etc., l'informatique, les grandes tâches administratives aussi. Je ne sais pas ce qui a fait 1.0 de plus, mais bon, voilà. Les apports des nouvelles technologies donc, peuvent, on pense bien, nous aider à faire des apports réels, tant du point de vue de la santé, mais aussi, on en a parlé un petit peu également, l'efficacité du travail, qualité du lait, effectivement. À partir du moment où on arrive à maîtriser le robot aussi, voilà, on peut s'améliorer nettement.
Toutefois, bon, cette introduction, comme tout changement, doit vraiment être analysée, accompagnée et anticipée pour éviter des échecs, parce qu'il y en a eu, hein, ça a été dit aussi. Donc, il faut vraiment le prendre à l'avance. En ce moment, on a pas mal de questions sur les exosquelettes aussi. C'est quelque chose un peu préoccupant, mais ça arrive vite. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, les salariés et les exploitants doivent aussi avoir leur temps d'adaptation. Transformer les habitudes de travail également, même si dans les principes généraux de prévention, on demande à ce qu'on adapte la machine à l'homme, hein, bien sûr. Ça, il faut le rappeler. Et puis développer des compétences, traiter des données nouvelles aussi, hein, et nombreuses et différentes, quoi. Voilà. Donc, le rôle des préventeurs. Ouais, excusez-moi. Voilà. J'allais jusqu'au bout. Donc, le rôle de préventeur est bon, central et primordial de conseil au plus proche de l'activité professionnelle. C'est un gage de réussite pour l'adoption de la nouvelle technologie, hein, des entreprises agricoles. Ils apportent des conseils aussi aux décideurs et envisagent de s'engager dans un projet de robotisation et en s'exprimant de façon la plus neutre possible, bien sûr, hein, au plus près de la réalité des activités professionnelles, puisque notre fond de métier, c'est quand même d'observer le travail réel. Sachant que souvent on est confronté avec les entreprises employeurs de main-d'œuvre entre le prescrit et le réel, hein, les différences qu'on peut noter. Voilà. Au regard de cet éclairage, est-ce que la MSA apporte également un autre type d'accompagnement sur l'intégration de ces nouvelles technologies que ceux que vous venez de présenter aux agriculteurs ? Alors oui, il y a des accompagnements de la recherche et du développement depuis de nombreuses années. Ok, voilà celle-là. Nous souhaitons aussi que la santé et la prévention des risques professionnels soient réfléchies et intégrées dans les projets d'investissement, d'aménagement, mais dès leur origine, hein. C'est l'objectif de ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi, l'objectif de travailler en prévention primaire. Une convention signée et renouvelée depuis 2004 donc, avec l'ex-Institut national de la recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'IRSTEA, qui va devenir au 1er janvier l'INRAE, par sa fusion avec l'INRA. l'IRSTEA et l'INRA vont fusionner, donc ils vont devenir l'INRAE. Et afin de développer donc des outils de robotique et utiles et intégrant les aspects de santé, hein, santé-sécurité au travail. Bon, vous pouvez ici voir 2 exemples de projets qui concernent un simulateur de conduite de tracteur reproduisant des mouvements d'engin selon les différences de terrain. Il y a un robot autonome aussi suiveur permettant de soulager donc l'opérateur lors des ports de charge, la cueillette par exemple, hein, lors de la cueillette, on parlait du maraîchage tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, voilà, nous avons aussi des exemples, un projet en cours de développement, donc diminuer le contact des agriculteurs avec les produits phytosanitaires, ce qui est une préoccupation, une des priorités aussi, de réduire le risque d'exposition et contamination à risque chimique, hein, en fait. Donc grâce à un robot de pulvérisateur capable de travailler dans des terrains très difficiles, où bien sûr c'est seule l'intervention de l'homme à pied qui pouvait permettre d'y passer. Donc il s'agit d'un robot de pulvérisation, hein, de produits phytopharmaceutiques, voilà, qui supprimerait l'exposition des opérateurs lors des phases d'épandage de ces produits, puisque à ce moment-là, l'homme n'a plus à le faire. Et bon, là, actuellement, donc, sur ces parcelles, ça se fait uniquement manuellement, opérateur à pied, pour cause de configuration des terrains, hein, et aussi de l'interdiction en France d'épandage par les moyens aériens. Voilà.
Pour conclure, pouvez-vous nous dire, voilà, la MSA, ces nouvelles technologies, quel usage elle en fait pour passer ces messages de prévention? Donc, le développement de nouvelles technologies pour aider la prévention, en fait, nos interventions de prévention doivent également suivre la révolution numérique pour être en phase avec le monde actuel et nos interlocuteurs, dans notre premier objectif. Premier objectif, nous appuyer sur les nouvelles technologies pour faire passer nos messages de prévention, primaire si possible, c'est-à-dire le plus en amont possible et au plus près du risque, auprès de nos ressortissants agricoles, voilà, sachant que dans les exemples de développement de réalité virtuelle, nous voyons là en photo une immersion dans des situations à risque pour vivre l'accident et aider la prise en compte, la prise de conscience en fait. Voilà, donc pour moderniser nos outils, les dernières arrivées sont ces équipements-là. La réalité virtuelle pour permettre de sensibiliser des jeunes, notamment en les immergeant dans des situations accidentogènes. La prise de conscience de l'exposition, qui est un point essentiel pour la mise en place de mesures de prévention sur les lieux de travail. Et puis actuellement, nous avons développé des scénarios sur les risques de chute de hauteur, et ainsi dû aux gestes répétitifs et aussi dû aux gestes répétitifs en salle de traite ou d'accidents lors du débourrage de machines. Voilà. Notre réseau de préventeurs se forme également à la conception des plans en 3D pour que la projection dans les situations futures soit la meilleure lors de la conception et d'aménagement de bâtiments par exemple. Voilà, donc en conclusion, c'est ça. En conclusion, nous pouvons dire que l'introduction de nouvelles technologies est propice donc au questionnement de l'organisation du travail, de la structure, qui souhaite mettre en place et peut ainsi permettre d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et la performance, bien sûr, de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut que ça puisse fonctionner avec. Et donc, nous nous servons aujourd'hui de plus en plus de nouvelles technologies pour passer nos messages de prévention primaire. Voilà, c'est bien notre objectif. Voilà. Merci, Monsieur Castel. Je me tourne vers notre dernier intervenant, Vincent Marcus. Vous êtes chef de projet assurance des machines agricoles et TMA chez Groupama. Groupama assure 60% des agriculteurs en France et 1,2 million de machines agricoles. Votre intervention a pour objectif de nous éclairer sur la façon dont vous assurez les robots autonomes. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous faire peut-être un petit rappel de la réglementation en vigueur ? Oui, bonjour à tous. Alors concernant l'assurance, donc vous l'avez dit, Groupama est le spécialiste de l'assurance, notamment de l'assurance des machines agricoles. Aujourd'hui, donc on a de plus en plus de questions, notamment sur l'assurance des robots. Donc aujourd'hui, par exemple, on a été amené à rencontrer des agriculteurs ou alors des constructeurs ou des utilisateurs qui nous posent la question: est-ce que je dois assurer mon robot? Alors pour répondre à cette question, en fait, on peut se baser sur deux éléments. Le premier, en fait, c'est la définition, tout simplement la définition d'un robot. Donc, qu'est-ce que nous dit la définition d'un robot? Très rapidement, un robot donc, est une machine qui est chargée d'effectuer une ou plusieurs tâches d'une manière autonome et sans action de l'opérateur, sans action constante de l'humain. Et puis, un robot peut être à la fois mobile ou immobile. Et puis, pour répondre à cette question, faut-il assurer son robot? On peut s'appuyer aussi sur la réglementation. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, la réglementation sur les robots, et notamment le code des assurances? Le code des assurances nous indique que tout véhicule qui est motorisé, qui est destiné à circuler sur un sol, et donc qui est donc mobile, et qui a un moteur, est donc soumis à l'assurance routière, c'est-à-dire une assurance en responsabilité civile. Donc ça, c'est la réglementation. Et si on combine à la fois la définition et la réglementation, tout simplement, on en arrive à la conclusion, un Groupama arrive à la conclusion que les robots autonomes et mobiles, et donc ils sont amenés à
à bouger dans un espace ouvert, sont soumis donc à l'obligation en assurance en responsabilité civile, comme par exemple peuvent l'être les voitures, les automobiles ou alors les tracteurs. Alors ça, c'est les robots autonomes mobiles. Est-ce qu'il y a aussi une obligation en assurance des robots à poste fixe, comme par exemple les robots de traite? Non, parce que tout simplement, ils vont pas, c'est pas des machines qui vont bouger. Par contre, on s'aperçoit quand même que nos clients les assurent aussi, parce que c'est des machines qui ont quand même une certaine valeur. Et puis nos clients en fait les assurent contre les différents dommages. Donc voilà, donc obligation d'assurance pour les robots mobiles, pas d'obligation pour les robots fixes, mais quand même des assurances sur les dommages. Merci. Et au regard de votre expérience, quels sont selon vous les risques associés à l'usage des robots et par ailleurs les points de vigilance à anticiper en robotique agricole? Alors, si on s'intéresse aux robots autonomes mobiles, pour information, chez Groupama, donc nous avons un contrat d'assurance sur les robots fixes depuis de nombreuses années. Sur les robots mobiles, autonomes mobiles, on a créé un contrat dédié aux robots, comme par exemple les robots de désherbage mécanique depuis 2017. Aujourd'hui, on a un portefeuille un peu plus d'une centaine de robots assurés chez Groupama, robots autonomes mobiles. En fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a relativement peu de risques sur ce type de machines-là parce qu'elles sont équipées de capteurs qui vont prévenir le risque. Cependant, nos clients les assurent, on a des questions et on a des contrats dédiés à ces robots-là. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, robot mobile, eh bien, il faut protéger l'environnement du robot, c'est-à-dire les autres, les personnes qui vont se trouver dans l'environnement du robot, et puis aussi l'opérateur. Alors on ne parle pas de chauffeur, parce qu'il n'y a pas d'humain présent sur la machine. L'opérateur, il va souvent être à distance ou manipuler la machine, mais il ne sera pas directement dans la machine. Donc on a en fait un premier échelon d'assurance, donc une première formule au tiers, qui va d'abord assurer, comme je l'ai dit, donc, les personnes dans l'environnement du robot en couvrant les dommages matériels ou immatériels, surtout corporels, commis à une tierce personne. L'opérateur qui a mené par exemple à faire de la maintenance sur le robot ou à le mettre en route, lui aussi sera assuré contre les éventuels dommages corporels. Et puis ensuite on a un second niveau d'assurance qui là va concerner le robot, donc la machine elle-même, avec là des garanties comme par exemple les dommages électriques, le vol ou par exemple le vandalisme. Chez Groupama, donc, on réalise une veille constante sur nos contrats d'assurance et on essaie aussi un petit peu de se projeter dans l'avenir sur les principaux points de vigilance qu'il faudra avoir en robotique. Alors ça, c'est d'une manière générale. Et donc, on en a identifié 5 principaux. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques en robotique, il y a vraiment des points de vigilance. Le premier point de vigilance, ça va être la donnée, la data. Pourquoi? Parce que les robots sont amenés à stocker de la donnée, à communiquer de la donnée. Et aujourd'hui, il existe malheureusement du piratage informatique de la donnée. Alors ça n'existe pas encore sur la robotique, on n'a pas encore vu le cas. Par exemple, ça existe en informatique. Chez Groupama, on a d'ailleurs une assurance dédiée à la cybersécurité au niveau informatique. Ça n'existe pas aujourd'hui en robotique. Peut-être qu'un jour, on verra un risque de hackage sur les robots agricoles. Alors, on ne l'espère pas tout de suite, mais bien entendu, donc il faudra qu'on fasse évoluer nos contrats en fonction de cette demande-là. Un autre risque aussi, on l'a vu, il existe une diversité de robots, notamment au niveau de la taille des robots. Il existe des tout petits robots, et puis des robots qui travaillent tout seuls dans un champ d'une manière autonome. C'est des robots qui ne sont pas forcément surveillés, et donc il existe un risque potentiel à l'avenir de vol. Par exemple aussi des robots qui ont une forte valeur ajoutée, qui sont tout seuls dans un champ. Éventuellement, pourquoi pas un risque de vol. Un autre risque, et ça c'est un qui est quand même assez majeur, c'est la réglementation. Aujourd'hui, si on fait le tour de la réglementation sur la réglementation en robotique agricole, on s'aperçoit qu'en fait la réglementation elle est quand même assez floue, notamment sur un aspect, c'est la circulation des robots ou alors des tracteurs autonomes sur la voie publique. Un tracteur autonome dans l'avenir qui empruntera un chemin public, la route par exemple, on s'aperçoit que la réglementation elle est quand même assez floue. Donc là, il y aura vraiment une veille à faire sur la réglementation.
L'expertise sinistre, alors ça concerne Groupama dans un premier temps, puis après les techniciens. En fait, après un sinistre, par exemple après un incendie sur une machine, on a des experts qui sont capables d'estimer la valeur d'un tracteur agricole ou qui sont capables d'estimer l'origine du sinistre. Aujourd'hui, nos experts en fait, vont devoir se former à la robotique agricole. C'est des machines qu'ils ne connaissent pas encore forcément très bien. Et puis aussi les techniciens, qui sont les techniciens qui vont réparer toute cette diversité de robots quand on va arriver sur le marché. Il y aura aussi une formation à faire. La profession devra se former sur l'ensemble des techniques de la robotique. Et puis enfin, il y a une dernière question qu'on se pose, mais ça c'est une question que tout le monde peut se poser. C'est sur l'acceptation d'une manière globale de la robotique par la société. Aujourd'hui, il y a certains groupes d'individus qui se positionnent contre la robotique. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus, notamment un rôle d'amélioration de ce que peut amener la robotique. Pour nous, la robotique, en fait, elle améliore trois choses. Elle améliore la santé des cultures, elle améliore aussi la santé des animaux, mais on en parlait aussi tout à l'heure. Elle améliore surtout la santé des agriculteurs, notamment en les aidant dans leurs conditions de travail, comme par exemple les robots de traite. Donc voilà, il y a cette question de la perception de la société sur la robotique et puis d'une manière plus précise sur la robotique agricole. Ça peut être éventuellement un risque. Alors on n'en arrive pas encore là, mais par exemple un risque de vandalisme sur un robot, ça peut tout à fait exister. Là aussi on a des garanties qui peuvent répondre à cette problématique-là. Et voilà, aujourd'hui on est tous là, par exemple sur le FIRA, pour communiquer sur les bienfaits de la robotique. Et ça c'est le rôle de chacun, de communiquer auprès des agriculteurs, mais aussi d'une manière plus large auprès du grand public sur les avantages de la robotique agricole. Voilà, donc un petit peu l'aspect assurantiel de Groupama, et puis ce sur quoi on s'attend dans les années à venir. Voilà, merci pour votre attention. Donc en conclusion de cet atelier, je tenais à remercier les agriculteurs et les conseillers présents de nous avoir éclairés au travers de leurs témoignages sur leur appropriation de la robotique dans leur système de production agricole. Je tenais également à remercier l'équipe GOFAR pour avoir organisé cette table ronde qui a permis de démontrer que la réussite économique et sociologique de cette transition vers la robotique passait par l'anticipation et par l'accompagnement des agriculteurs. Et enfin, un dernier petit mot pour vous dire que les chambres d'agriculture d'Occitanie s'engagent résolument dans cet accompagnement au travers de la mise en place de Living Lab, que ce soit en arboriculture, en viticulture, en grande culture et en élevage, pour permettre à des collectifs d'agriculteurs de tester différentes solutions numériques en partenariat avec des entreprises. Et nous faisons d'ailleurs, grâce au FIRA, appel à candidature, que ce soit pour des agriculteurs ou pour des startups qui seraient intéressés pour engager ce travail avec nous. Vous trouverez pour cela des petits flyers à votre disposition pour faire acte de candidature. Merci à tous en tout cas pour cette participation à l'atelier. Les flyers sont à disposition ici.